Alors, camarades des peuples d'Afrique, peuple de Côte d'Ivoire, citoyens du monde, mes chers frères et sœurs, peuple du Liptako Grouma, frère, quand je vous dis c'est fini là, c'est fini. Quand je vous dis Yoromani, c'est-à-dire que tout est gâté. Macron et puis Drala, c'est-à-dire que c'est terminé. Au nom de Dieu, frère, même un miracle ne pourra pas sauver le 4e mandat de Dra. Parce que Macron s'en va et puis l'homme qui est derrière Dra en France, qui est en train de frapper Dra là en France là. Ah non, faut appeler la personne. Comment on appelle l'Afrique? Ça c'est Gabriel Attal, l'un des plus proches collaborateurs de Macron, l'un des hommes de main, de confiance, l'un des bons petits, c'est ce qu'on appelle les bons petits de Macron là. C'est lui qui est là comme ça, Gabriel Attal. Il est le chef du parti de Macron, la République en marche. Le chef du parti de Macron. Oui, c'est lui qui est là comme ça. Il ne comprend plus les prises de décision de Macron. Il dit il ne comprend plus Macron. Il part dans tous les sens. Mais, frère, on a fouillé. Pourquoi le petit a parlé comme ça? Quand tu vois un petit qui a 10 ans, aller trouver un vieux mort qui a 20 ans, 30 ans, donner cocotin au vieux mort comme ça. Si tu es malin là, toi le vieux mort, si tu es malin, tu vas tirer ta tête pour regarder derrière le petit qui est là-bas. Et là, vous comprenez mieux. Si tu vois le petit là parler comme ça là, c'est qu'il y a un vieux mort derrière qui est en train de pomper le petit. Frère, on va écouter Gabriel Attal d'abord. Après, bon, on va décortiquer pièce par pièce avec les preuves. On est parti, cher camarade d'Afrique. Je ne comprends plus les décisions du président de la République. Il y a eu la dissolution et il y a depuis des décisions qui donnent le sentiment d'une forme d'acharnement à vouloir garder la main. Pour répondre à votre question, évidemment que je participerai à ces discussions, je participerai à ces négociations. J'ai toujours participé à toutes les réunions où on m'a invité. Et si demain les socialistes, d'autres partis proposent qu'on ait des réunions et qu'on discute ensemble, je le ferai évidemment. C'est pas la méthode que je proposais. Mais moi, j'ai juste envie que mon pays avance. J'ai juste envie que la France puisse avoir un budget. Vous avez parlé des conséquences en cas d'absence de budget. Et donc, je participerai à tout ce qui nous est proposé pour essayer de trouver une solution pour sortir de cette crise. Voilà. Et il y a eu la dissolution. Lui, il pense qu'il y a un acharnement de la part de Macron à vouloir garder la main. Regarde, Macron, il y a un acharnement, il s'acharne à vouloir toujours rester président, à vouloir tout contrôler. Alors, c'est un petit supplément. Lui, c'est dit que tout le monde est en bas de lui. Quand lui parle, tout le monde doit se taire. Quand lui parle, tout le monde doit s'exécuter. Mais, qui a donné le courage à Gabriel Attal de parler? Qui a pompé Sébastien Le Cornu? Sébastien Le Cornu, c'est-à-dire que qui est l'un des bons petits de Macron. Sébastien Le Cornu, lui, c'est un fidèle des fidèles de Macron. Mais qui a poussé Sébastien Le Cornu à démissionner, cher camarade? On va écouter ici Robert Bougie, le vieux Bougie. Il va allumer la bougie pour que la bougie puisse éclairer et qu'on voit la vérité. Et qu'on puisse sortir la vérité pour vous montrer les sexes. Camarades d'Afrique, on est parti avec le Bougie, Robert Bougie. Et n'oubliez pas quand même l'importance politique qu'a conservé le président Sarkozy, malgré quelques ennuis qu'on lui cause sur le plan judiciaire. On lui connaît. Qu'on lui cause, ou qu'on lui connaît, vous n'êtes pas le juge. Mais hier matin, il a reçu à 9 h du matin Gabriel Attal, qui est loin d'être un homme de l'UMP ou des Républicains.
quelques heures après, il recevait le nouveau Premier ministre. Il a gardé son influence. Et il a trouvé une petite place, mais toute petite, pour échanger avec Robert Bourgi. Vous voyez, pas plus tard qu'hier. Et il a eu tort, le président Ouattara, de ne pas écouter ma supplique. Elle me venait du fond du cœur. Et je n'ai jamais caché, au risque de déplaire aux millions d'Ivoiriens, mon estime, ma fraternité, mon affection et mon respect pour le président Ouattara. Eh bien, tout cela, depuis le 8 septembre, a été balayé. Je ne l'ai pas vu depuis 15 ans. Soyez sûr, Monsieur le Président de la République, Alassane Ouattara, que je ne vous reverrai plus. Oui. Mais alors, Il dit, il ne veut plus rien entendre parler de Ouattara. C'est-à-dire que Robert Bourgi qui est là comme ça, là, c'est la bouche de Nicolas Sarkozy. Quand Sarkozy veut gâter quelqu'un, il envoie Bourgi. Demandez à François Fillon en 2017. François Fillon était bien parti pour être président à la place de Macron. C'est François Fillon qui était bien parti pour être président. Sarkozy a envoyé Bourgi, va frapper. Bourgi allait parler d'affaires de costumes de, je sais pas, 11 millions, 15 millions là. Les médias mainstream ont récupéré. Papa. Mais c'est ses amis, c'est ses amis. C'est les Bolloré là. C'est ses amis. Ils ont fait un matraquage. On entendait parler que de ça. Oh, verse 11 12 000. Verse 11 12 000. François Fillon. Et puis Macron sort dans le dos. Macron est président. C'est Sarkozy et puis Robert Bourgi qui ont joué ce coup. Frère, Robert Bourgi dit, et effectivement, j'ai fait mes recherches, le 11 septembre, Nicolas Sarkozy a reçu Robert Bourgi chez lui à la maison. Pardon, Gabriel Attal. Gabriel Attal. Le patron, le président du parti de Macron. Gabriel Attal. D'accord? Robert Bourgi l'a reçu à la maison. Après Gabriel Attal, il a reçu le premier ministre, l'ancien premier ministre, celui qui vient de démissionner là, Sébastien Lecornu, il a reçu. D'accord? Il les a reçus les deux. Et après, il a reçu le Robert Bourgi le même 11. Est-ce que vous comprenez? C'est Sarkozy qui a pistonné ces petits-là auprès de Macron. Quand Macron est arrivé là, c'est Sarkozy qui le pilotait. C'est Sarkozy qui le guidait. C'est Sarkozy qui l'aidait. Les Édouard Philippe, tout cela viennent de... C'est les gens de la droite. C'est les premiers gars de Macron. C'est Sarkozy qui leur donne. Même les petits là. C'est Sarkozy qui lui envoie les petits là. Les Elisabeth Bon, tout ça. C'est Sarkozy. Mais le fait que Macron ait attaqué. Vous avez entendu Robert Bourgi? Les ennuis qu'on lui cause sur le plan judiciaire. Et que pour Sarkozy, il est attaqué sur le plan judiciaire par Macron. Donc ça c'est un affront. Lui il laisse pas ça. Sarkozy c'est le plus grand revanchard du monde. Quand tu entends, c'est-à-dire que quand tu as oublié le nom de Sarkozy, il faut dire vengeance. Il va répondre. Il faut dire vengeance, il va répondre. C'est le plus grand revanchard du monde. Il a pris la femme de son ami. Sarkozy, dans le passé, il a pris la femme de son ami. Sarkozy, il ne laisse pas. Pour lui, il ne s'arrête pas à l'étranger. Donc, allez là. Le fait que Macron l'a attaqué juridiquement, il est en train de frapper Macron. Déjà, il est en train de frapper Macron. Et vous allez voir, dans quelques jours ou dans quelques mois, Macron sera obligé de dissoudre l'Assemblée encore. Et s'il dissout l'Assemblée encore, il est mort. Il est mort. Parce que Sarkozy va tout faire pour ne pas qu'il y ait désistement. À ce moment, il y aura forcément cohabitation. Et il va cohabiter soit avec Mélenchon ou avec Marine Le Pen. Là, il est mort. Et Marine Le Pen, là, elle a dents contre lui. Il a rendu Marine Le Pen inéligible. Il est mort. Il sera, c'est-à-dire qu'il sera président, hein? Mais il sera comme un président fantoche. Frère, non, Jérôme Magne.
Au même moment, vous avez entendu Robert Bougie dire que lui, il a tout fait, il avait de l'estime pour Ouattara, il a dit à Ouattara de se réconcilier avec Gbagbo, de laisser tout le monde compétir, mais Ouattara ne l'a pas écouté. Depuis le 8 septembre, lui, il ne veut plus rien entendre parler de Ouattara. Lui ne veut plus rien entendre parler de Ouattara, il ne veut plus le voir. Eh bien, c'est Sarkozy qui est en train de parler comme ça. Parce que Sarkozy, Ouattara a laissé tomber Sarkozy au profit de Macron. Macron a réussi à arracher Ouattara à Sarkozy. Oh! Ouattara et puis Sarkozy, ils se connaissent depuis que Sarkozy était ministre de l'Intérieur. C'est des vieux amis. Et c'est d'ailleurs Sarkozy qui a poussé Jacques Chirac à soutenir la rébellion de 2002. Et à se mettre du côté des rebelles, à protéger les rebelles. Maintenant, Laurent Gbagbo a lancé l'opération Dignité. C'est Sarkozy qui a poussé Jacques Chirac à donner l'ordre aux avions français pour d'aller casser, d'aller bombarder les avions de la Côte d'Ivoire en 2004 à Yamoussoukro. Est-ce que vous comprenez ça? Cheikh Abara Pays d'Afrique. Est-ce que vous comprenez ça? Mais malgré tout ce que Sarkozy a fait pour Ouattara, comme mal aux Ivoiriens, Ouattara a quand même tourné le dos à Sarkozy au profit de Macron. Et au même moment, Macron est en train de détruire Sarkozy politiquement. Donc Sarkozy, il laisse pas ça. Alors là, il a activé tous ses réseaux. Il veut détruire Macron, il veut détruire Ouattara. Alors là, il est acharné à tous les niveaux. Il veut les détruire les deux. Sarkozy que vous voyez. Donc, mais il faut qu'on comprenne quelque chose. Ce n'est pas pour faire plaisir à Babo ou à Tiam ou à Soro ou à qui que ce soit que Sarkozy s'encadre dans une voie de bagarre contre Ouattara. Hein? Non, c'est pour régler ses comptes personnels. Lui, Sarkozy, c'est pour régler ses comptes personnels. Sinon, il n'est pas là pour nous arranger, nous autres. Nous, on n'a pas besoin de lui. Mais il faudrait qu'on sache déjà que Ouattara, là, au niveau de l'Élysée, là, qui constitue son meilleur, au niveau de la France, qui constitue son meilleur soutien sur l'échiquier international, il a des problèmes sérieux. Il a des problèmes sérieux. Et c'est pas bon pour lui. Ça, c'est clair. Donc, si nous, on s'élève le 11, si on s'élève le 11, et qu'on déferle dans les rues, frère, non, faut être. C'est fini pour Dra. C'est terminé. Il peut pas. Et si Draman tombe en Côte d'Ivoire, et qu'un vrai patriote prend le pouvoir, c'est pas bon pour Macron. C'est pas bon pour lui. Donc, ce qui n'est pas bon pour Macron est bon pour Sarkozy. Et de façon indirecte, on est devenus des amis de Sarkozy comme ça. Hein? L'opposition ivoirienne, les patriotes de Côte d'Ivoire sont devenus des amis de Sarkozy de façon indirecte. Et là, il prie Dieu, il conspire contre Ouattara. Alors, il prie Dieu pour qu'on sorte. Sarkozy, il prie Dieu pour qu'on sorte. Il prie Dieu pour qu'on fasse tomber Ouattara. Mais lui, de son côté là-bas, lui aussi, il est en train de gâter. Sarkozy, c'est un revanche. Il ne va pas les laisser. Non, ça même. Ne vous inquiétez pas, il ne veut pas les laisser. Donc, c'est lui qui est en train de mélanger à la France. Et puis, il a assis. Puis, il est en train de mélanger. Donc, frère, pour dire que ce que les Macron ont fait là, contre la Côte d'Ivoire, contre l'AES, contre tous les pays là, eh bien, ça se retourne contre eux-mêmes. Ce que la France a causé comme tort à travers le monde là, ça se retourne contre la France elle-même. Actuellement, les enfants français même là, les Français même là, au plus haut niveau même là, sont en train de se frapper. Ils sont en train de se frapper. Et pendant ce temps, les Africains sont en train de se libérer. Les Africains sont en train d'accorder leur violon. Ils sont en train de parler d'une même voix. Non, allez là. Non. Je l'ai dit depuis 2023. Il dit 2030,
c'est la fin de la France-Afrique. 2030, c'est là. On enterre la France-Afrique et puis on fait funérailles. Puis c'est fini. L'Afrique va être prospère. L'Afrique va être prospère. On va avoir la prospérité inimaginable en Afrique ici. Moi, je vous dis. Moi, je vous dis. Croyez, quand je vous parle, tout est fini. Tout est gâté sur le mal sur le waworo. Mais chez nous, il y aura Kanye. Quand même l'Afrique, voilà ce que je voulais vous dire. Sur ce, vive l'Afrique libre. Vive le panafricanisme. Vive tous les présidents panafricains. Vive l'AES. Vive la révolution ivoirienne. Babo, président de Côte d'Ivoire, très prochainement. Inch'Allah. On est ensemble. La vidéo récemment devenue virale en Afrique francophone, où l'activiste panafricaniste Souleymane Koné Gbagbo exprime son point de vue sur la situation politique en Côte d'Ivoire, attire l'attention pour plusieurs raisons. Elle soulève des questions sur le rôle des citoyens dans la gouvernance, sur la perception de l'ingérence internationale et sur la manière dont les messages politiques se diffusent sur les réseaux sociaux. Dans ses propos, M. Koné dénonce ce qu'il perçoit comme une injustice liée au maintien au pouvoir du président ivoirien Alassane Ouattara et à l'influence d'alliés internationaux, en particulier la France. Pour comprendre l'impact et la portée de cette vidéo, il est important de l'analyser avec calme, rigueur et objectivité, en évitant toute interprétation hâtive ou sensationnaliste. Le discours de M. Koné utilise un langage très direct et émotionnel. Il fait appel à la responsabilité et à la mobilisation citoyenne en insistant sur le fait que le pouvoir appartient au peuple et non à un petit groupe. Cette idée centrale reflète un principe fondamental de la démocratie. Chaque citoyen a le droit et le devoir de s'informer et de participer aux décisions qui affectent sa vie et celle de sa communauté. En insistant sur la nécessité pour le peuple de se réveiller et de prendre ses responsabilités, M. Koné souligne l'importance de la vigilance citoyenne, de la conscience politique et de l'engagement collectif. Un point notable dans son message est la manière dont il lie les enjeux politiques locaux à une dimension plus large, celle de la fierté et de la dignité du peuple africain. Il évoque le panafricanisme et la valeur de l'homme noir, insistant sur l'idée que toutes les races sont égales et que le peuple africain mérite respect et autonomie. Ce type de discours idéologique peut servir à renforcer la conscience collective et à encourager un sentiment de responsabilité civique, à condition qu'il soit exprimé dans un cadre respectueux et légal. Toutefois, la vidéo contient également des passages très chargés émotionnellement, notamment lorsqu'il évoque des violences ou des injustices passées. Ces références à des événements tragiques sont utilisées pour illustrer le message, mais il est crucial que le spectateur distingue l'information factuelle des opinions ou interprétations. L'exactitude et la vérification des faits sont essentielles pour éviter la propagation de rumeurs ou de désinformation. Une analyse critique consiste donc à reconnaître les émotions exprimées tout en recherchant les preuves et les sources fiables pour comprendre pleinement le contexte. Le discours de M. Koné appelle à la mobilisation, à l'organisation et à l'action collective. Pour le spectateur averti, il est possible de traduire ces appels en engagement civique pacifique et constructif. Participation aux associations locales, sensibilisation des communautés, dialogue politique et implication dans les processus électoraux légaux. Il est important de rappeler que les principes démocratiques et les droits civiques doivent toujours se manifester dans le cadre des lois et règlements en vigueur, et que la sécurité et la protection de tous les citoyens sont primordiales. La vidéo attire également l'attention sur la perception de l'influence étrangère dans les affaires nationales. M. Koné mentionne la France et certains acteurs internationaux, ce qui reflète un sentiment partagé par certains citoyens concernant l'ingérence ou l'influence étrangère dans la politique locale. Cette critique peut être abordée de manière constructive. Comprendre l'histoire coloniale, analyser les relations internationales et encourager des discussions sur la souveraineté nationale. Ces débats, lorsqu'ils sont menés dans le respect des faits et des opinions, sont essentiels pour renforcer la démocratie et l'esprit critique au sein de la société. Un autre aspect intéressant du discours est l'appel à la mémoire historique et à la fierté nationale. M. Koné fait référence à l'histoire de l'indépendance de la Côte d'Ivoire et au sacrifice de ceux qui ont contribué à construire l'identité nationale. Cette dimension rappelle l'importance de l'éducation civique et historique pour encourager un engagement responsable et informé. Comprendre les événements passés permet aux citoyens d'évaluer les enjeux actuels et de participer activement à la vie politique sans se limiter à des réactions émotionnelles. Dans ses propos, l'activiste insiste sur la responsabilité individuelle et collective, invitant les citoyens à être acteurs de leur avenir politique. Il appelle à l'unité, à la vigilance et à la participation. Il est possible de traduire cette énergie en actions concrètes et légales, telles que l'organisation d'ateliers d'information,
la participation à des forums civiques et la diffusion de contenus éducatifs qui renforcent la conscience démocratique. Cela permet aux spectateurs de canaliser leur engagement de manière constructive et d'éviter toute dérive. Enfin, il est important de rappeler que toute vidéo, aussi virale soit-elle, doit être regardée avec un esprit critique et analytique. Le message de M. Koné peut servir de point de départ pour des discussions sur la citoyenneté, la souveraineté, l'égalité et la responsabilité politique. Pour diffuser une réflexion équilibrée, nous encourageons les spectateurs à s'abonner à la chaîne pour suivre les analyses futures, à commenter leurs impressions et à partager la vidéo pour toucher un large public de manière responsable. Ces actions permettent de créer un espace de débat ouvert, factuel et respectueux, tout en promouvant la participation civique. Dans la seconde partie du discours de Souleymane Koné Gbagbo, la tonalité se fait plus directe, plus prophétique. Il mêle politique et mémoire, géopolitique et émotion collective. Son propos prend la forme d'un grand récit dans lequel il tente d'expliquer les bouleversements actuels du monde, l'effritement, selon lui, d'un système ancien, celui de la France-Afrique, et la montée en puissance d'une Afrique qui se redécouvre elle-même. Ce qu'il expose, au fond, n'est pas seulement une critique du pouvoir français, mais une lecture du basculement global des rapports Nord-Sud. Lorsqu'il évoque Nicolas Sarkozy, Emmanuel Macron, Gabriel Attal ou encore Robert Bourgi, il ne parle pas tant de personnes que de symboles. Ces noms incarnent un système d'influence, de connivence et d'intérêts croisés entre Paris et certaines capitales africaines. Son interprétation est bien sûr subjective, mais elle traduit une perception très répandue en Afrique, celle d'un enchevêtrement entre affaires politiques, économiques et diplomatiques. L'activiste suggère que cette toile d'influence est aujourd'hui fragilisée et qu'elle ne pourra plus fonctionner comme avant. Il y voit le signe d'un effondrement moral et politique, d'une époque qui touche à sa fin. Dans ce passage, Souleymane Koné convoque aussi la figure du président Alassane Ouattara, qu'il présente comme un acteur clé de cette recomposition. Il met en avant la rupture entre Ouattara et Sarkozy, l'alliance supposée avec Macron, et les conséquences que ces repositionnements auraient entraînées. Ce type de récit, même s'il repose sur une lecture militante, montre à quel point les relations internationales sont perçues en Afrique à travers le prisme de la loyauté et de la trahison politique. L'idée n'est pas de confirmer ou d'infirmer ces faits, mais de constater que cette représentation façonne profondément l'imaginaire collectif. Celui d'une Afrique qui observe, analyse et tire des leçons des alliances du passé. Sur le plan du style, le discours s'enrichit d'éléments quasi narratifs. Les séquences où il raconte les manœuvres présumées entre responsables politiques français ressemblent à des scènes de théâtre politique. Il parle de réunions, de coups montés, de pression et d'ententes secrètes. Cette mise en récit donne un ton vivant à sa parole, mais elle demande aussi au public un certain recul critique. Il s'agit d'une reconstruction subjective, d'un point de vue engagé qui traduit des convictions plus que des faits vérifiés. Ce positionnement est typique des leaders d'opinion qui cherchent à éveiller les consciences, pas à livrer des informations officielles. La dimension spirituelle du discours prend une importance particulière. À plusieurs reprises, Souleymane Koné invoque Dieu, non pour prêcher une foi religieuse, mais pour exprimer la conviction que l'histoire a une direction morale. Pour lui, l'Afrique vit une forme de justice historique. Après des décennies de dépendance, les peuples se lèvent, les consciences s'ouvrent, et les puissances étrangères perdent leur emprise. Ce thème du renversement, où les derniers deviennent les premiers, structure toute sa vision. Il y voit une revanche pacifique des peuples, un moment où la vérité finit par éclater. D'un point de vue analytique, on peut dire que cette approche traduit un profond besoin de réhabilitation symbolique. Beaucoup d'Africains, notamment parmi les jeunes, se reconnaissent dans cette volonté de reprendre le contrôle du récit, de se voir non plus comme victimes de l'histoire, mais comme acteurs de leur propre destin. Ce discours de reconquête morale, même s'il s'appuie sur des métaphores et des images fortes, n'appelle pas à la confrontation, mais à la prise de conscience. C'est ce qui explique pourquoi il suscite autant d'intérêt sans tomber dans la provocation. Il s'inscrit dans une dynamique d'émancipation pacifique et intellectuelle. L'autre point marquant est la critique implicite du centralisme politique, qu'il soit européen ou africain. En dénonçant l'acharnement à vouloir garder la main, il pointe du doigt le manque d'alternance et la personnalisation excessive du pouvoir. C'est une critique universelle, valable dans de nombreux contextes, qui résonne avec les attentes démocratiques de plusieurs sociétés africaines. Il ne s'agit donc pas d'un rejet de la France en tant que pays, mais plutôt d'une remise en question de certaines pratiques politiques, qu'elles soient locales ou internationales. Lorsqu'il évoque les années 2000, les crises ivoiriennes et les interventions étrangères, Souleymane Koné cherche à relier le passé colonial aux réalités contemporaines. Il rappelle que certaines blessures historiques n'ont pas été pleinement refermées. En cela,
Il fait écho à un courant intellectuel africain qui appelle à la mémoire, à la réconciliation et à la reconstruction. Le message implicite est clair, comprendre le passé pour mieux construire l'avenir, mais sans tomber dans la haine ni dans le ressentiment. Dans la dernière partie de son intervention, il s'adresse à la jeunesse africaine. Il les invite, symboliquement, à rester éveillés, à s'unir et à parler d'une seule voix. Ce passage, souvent repris sur les réseaux sociaux, exprime le rêve d'une Afrique unie, capable de se définir par elle-même. Cette idée de l'unité n'est pas nouvelle, mais elle retrouve une force particulière dans un contexte mondial où les pays du Sud revendiquent davantage de place dans les décisions globales. Ce n'est pas un hasard si le mot « panafricanisme » revient dans sa bouche. Il incarne ce projet de solidarité continentale entre peuples conscients et solidaires. Sur le plan de la communication, Souleymane Koné comprend l'importance de l'image et du rythme. Son ton, ses gestes, son vocabulaire familier et imagé, tout concourt à créer une proximité émotionnelle avec son public. Il ne se présente pas comme un expert technocratique, mais comme un frère, un citoyen parmi les siens, qui parle avec le cœur et non avec un discours préparé. Cette authenticité, même lorsqu'elle est exagérée ou symbolique, explique pourquoi ces vidéos deviennent virales. Elle donne le sentiment d'une parole libre, d'un cri du cœur que beaucoup auraient voulu exprimer. Pour conclure cette analyse, il faut rappeler que les propos de Souleymane Koné Gbagbo s'inscrivent dans un cadre militant, mais qu'ils méritent d'être écoutés avec attention. Ils traduisent une transformation réelle des mentalités africaines, la fin d'une ère de dépendance culturelle et politique, et la naissance d'un nouvel imaginaire collectif centré sur la fierté, la souveraineté et la responsabilité. Le discours peut prêter à débat, il peut même être perçu différemment selon les sensibilités politiques, mais il ouvre un espace de réflexion nécessaire. L'analyse de ce type de prise de parole nous rappelle que la liberté d'expression doit s'exercer avec responsabilité. Le rôle du citoyen éclairé n'est pas seulement d'applaudir ou de rejeter, mais de comprendre, d'interpréter et de dialoguer. L'Afrique a besoin de voix diverses, de débats apaisés, d'analyses équilibrées. C'est en encourageant la discussion constructive que l'on renforce la démocratie. Alors, si cette réflexion t'aide à mieux comprendre les enjeux du discours panafricaniste contemporain, prends un instant pour t'abonner à la chaîne, laisser ton avis dans les commentaires et partager la vidéo autour de toi. Chaque interaction positive permet de nourrir le débat, de diffuser des analyses équilibrées et de promouvoir une parole libre, respectueuse et responsable.